On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Regardez. Vous avez ici, si on pouvait approcher une caméra. La une alors. La une, par exemple. Oui. Vous avez ici le Bigaro et l'horreur, comme dirait mon camarade Magda, ici présent. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même après. Vous voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Vous voyez, et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi, je ne l'invente pas. Je les invente pas, moi, les trucs. Vous voyez, c'est écrit dessus, là. On a deux journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voit ça? Hein? Regardez. Vous voyez? Les gens qui achètent Laurent n'achètent pas forcément le Figaro, mais c'est les deux mêmes. Alors, je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas cerné, vous? Franchement, c'est énorme, non? 90% du grosso modo de la presse française est possédée par, grosso modo, 3 personnes, 3 groupes. Monsieur Lagardère, Monsieur Dassault et Monsieur Bouygues. Ces 3 personnes sont des amis intimes de Monsieur Sarkozy. Arnaud, je vous remercie infiniment parce qu'on vous voit très très peu. Vous êtes un homme discret qui se montre jamais. Vous dites c'est pas mon rôle d'être devant les caméras. Absolument. Vous êtes venu par amitié pour Jean-Pierre, qui a été le conseiller de votre père et que vous avez connu du temps de votre père. Un petit mot quand même. Ce que représente le groupe Lagardère, qui est une entreprise leader dans le monde des médias de la haute technologie, parce que le public ne le sait pas, mais il a pratiquement affaire quotidiennement au groupe, qu'il lise un livre, qu'il lise une revue de télévision, qu'il écoute la radio, qu'il prenne un avion. Je vous remercie, ça va être bien repris dans le Canard enchaîné. C'est pas un peu ça? C'est un peu ça, mais il ne faut pas trop le dire. Prenons un Français moyen, Monsieur Lambert. Chaque matin, Monsieur Lambert se réveille au son d'Europe 1, la principale radio du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir d'écouter Radio Classique, la radio du groupe LVMH. Sur le chemin du travail, Monsieur Lambert peut acheter son journal dans l'un des 1000 points de vente du groupe Lagardère. Mais il peut aussi préférer un gratuit du groupe Bolloré. Au bureau, la collègue de Monsieur Lambert peut s'informer en surfant sur un site du groupe Lagardère ou en feuilletant un magazine du groupe Lagardère. Mais Monsieur Lambert, lui, peut lire le quotidien du groupe Dassault. En rentrant chez lui, Monsieur Lambert peut acheter l'un des 20 magazines du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir un magazine du groupe Pinault Printemps La Redoute. À la maison, Monsieur Lambert peut zapper sur l'une des 8 chaînes du groupe Lagardère. Mais il peut aussi regarder le 20h de TF1 du groupe Bouygues. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Ainsi, passer une journée sans le groupe d'Arnaud Lagardère a un prix. Celui de fréquenter une poignée de personnages du même acabit. Tous dirigeants de grands groupes industriels ayant investi dans les médias. Pour ces groupes, tous liés à des marchés publics, vendre de l'information a un double intérêt. Disposer d'un levier politique évident et faire des profits. C'est la télé, entre parenthèses, qui cirait les pompes du politique. Maintenant, c'est plus la même chose. C'est les politiques qui courtisent la télé. C'est plus la même chose. Et le pouvoir, il est où le pouvoir? Il est à TF1, il est sur le service public. Le pouvoir, il est entre les mains qui détiennent l'information, toutes chaînes confondues, à plus forte raison TF1 qui est devenu une puissance considérable. Bon, donc maintenant, tout a changé. Il n'y a pas un homme politique qui peut se fâcher avec l'information de TF1. Retrouvons nos 2 éditorialistes de renom. Écoutons ce qu'ils ont à dire sur cette question. Est-ce que vous avez l'impression que la presse Lagardère est une presse aux ordres, soumise aux intérêts économiques, soumise aux marchands d'armes? Non, il faudrait voir selon les titres et selon
les partis de l'Empire Lagardère, mais il y a toujours une puissance diffuse, quoi. Il y a des gens qui sont tellement puissants qu'ils n'ont même pas besoin de parler, et ça ne les prive pas de toute influence sur l'orientation, évidemment. Quand on crée un journal, on va pas tout d'un coup donner les clés à une équipe de journalistes qu'on a recrutés pour les besoins de la cause. Il est logique que le propriétaire fixe une orientation. On vous a parfois censuré. Par exemple, un article est prêt. Avez-vous reçu un coup de téléphone de Robert Herson vous disant « Non, il n'est pas question qu'on fasse cet article-là. Il n'est pas question que l'on titre de cette manière-là. » Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans tous les journaux. Et ça me paraît tout à fait normal. Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. Hein. D'une certaine manière, il a, lui, le pouvoir. Vous parlez de mon pouvoir. Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une vaste rigolade. Disons le pouvoir du journaliste. Oui, disons la responsabilité. Enfin, le pouvoir des journalistes. Il y a des vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça, c'est le vrai pouvoir. La première étape, vraiment, c'est de comprendre que la différence entre une information qui vient d'une source indépendante et d'une information qui vient d'une source dépendante. Un journal n'a pas forcément une vérité, mais c'est pour ça qu'il faut en lire plusieurs, évidemment. Bien sûr qu'un journal ne peut pas dire certaines choses parce que Dassault, par exemple, fait de la publicité parce que le Figaro appartient à Dassault, donc on ne dira pas du mal, on ne dira pas que le Rafale est un avion de merde que personne n'achète, par exemple, ce qui est une vérité. Attends, il faut quand même savoir que le TF1, il y a 10% des actions de TF1 qui appartiennent à la JP Morgan. Ah mais attendez, le Européen appartient à Lagardère. Lagardère, c'est qui? C'est un ami de Nicolas Sarkozy. Attendez, France Inter, ça appartient à qui? Ça appartient à l'État. L'AFP, ça appartient à qui? Ça appartient à l'État. D'accord? Le Figaro, ça appartient à Monsieur Dassault. Monsieur Dassault roule pour député UMP. Bon, c'est un ami de Monsieur Sarkozy. Libération appartient au Rothschild. Le Monde appartient au banquier Pigasse. Et on en est là aujourd'hui, c'est que ces gens-là, couplés à la banque, qu'on n'a pas le droit de nommer, ont besoin... Oui, c'est vrai que Rothschild, effectivement, est un nom qu'on peut citer, sans trop de gêne. Son propriétaire du journal Libération, par exemple, c'est des petites remarques. Alors que Lagardère, lui, c'est Paris Match. Vous voyez, banque, complexe militaro-industriel, États-Unis, France. Qui possède l'opinion? Qui possède vos cerveaux? La banque, l'armée. Enfin, le complexe militaro. En France, c'est pareil. Les journaux appartiennent soit à la banque, soit au complexe militaro-industriel. Les États-Unis, oui, Dassault, Lagardère, etc. Oui. Et aux États-Unis, c'est pareil. La banque, le complexe militaro-industriel. Les deux seuls qui ont intérêt à faire la guerre pour cacher leurs responsabilités, continuer leur prédation, obliger les insoumis et les victimes à continuer à accepter leur fausse monnaie. Donc on est dans une logique d'avant-guerre. Les 3/4 de la presse appartiennent à 2 marchands de canons et un marchand de béton. Pourquoi Rothschild achète Libération? C'est pas pour gagner de l'argent, il en perd. Pourquoi une autre banque achète Le Monde? Pourquoi une autre banque encore achète le Nouvel Obs et les Inrecuptibles? Pourquoi les banques achètent les journaux? Pourquoi les marchands de canons achètent les magazines et les télés? Pourquoi les industriels achètent des télés? C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas vrai. Ne croyez pas ça, c'est pas vrai. C'est pour manipuler. En toutes circonstances, les Français doivent se demander qui parle, d'où il parle, qui il est et quels sont ses conflits d'intérêts. On s'aperçoit qu'entre la politique, les médias et les grandes puissances financières, c'est le copinage qui aujourd'hui devient insupportable. Alors moi je dis aux Français, arrêtez cela, reprenez le pouvoir. Et croyez-moi, c'est la seule condition pour que les choses véritablement bougent. En 1999, 8 grandes corporations se divisaient plus de 70% de tous les médias dans le monde. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5, et les 70 approchent des 90 à grands pas. Et quand je dis tous les médias, je ne parle pas seulement de la télé, mais aussi des journaux, magazines, radios, communications par satellite, câbles, maisons d'édition, production et distribution de films, chaînes de cinéma, Internet, panneaux d'affichage et parcs d'attractions. Le gouvernement du Parti québécois est quand même mal à l'aise dès le début. En commission parlementaire, on se demande si on n'est pas en train de créer un monstre médiatique. Il y a quelqu'un qui me disait, quand on possède le tuyau, on a tendance à en contrôler le jet. Vous parlez de convergence, votre convergence est énorme. Vous pouvez faire et défaire les carrières artistiques et journalistiques. Selon un adage bien connu, qui contrôle les médias, contrôle le monde.
Et à la veille de ce référendum, et alors que George Bush est au plus bas dans les sondages, le président américain s'est livré hier à une opération médiatique. Il s'est entretenu depuis la Maison-Blanche par vidéoconférence avec un groupe de soldats américains et irakiens. Une intervention qui suscite bien des polémiques, comme nous l'explique notre correspondant Gilles Boulot. Ce devait être un dialogue improvisé entre le président des États-Unis et une dizaine de soldats américains stationnés en Irak. Diffusée en direct à la télévision, cette vidéoconférence avait toutes les apparences de la spontanéité. George Bush a interrogé les soldats sur leur morale, leur expérience au combat et la future constitution irakienne. Étrangement, tous étaient optimistes. Il n'y eut pas une seule fausse note et l'émission fut un franc succès. Seul problème, à la suite d'une erreur de manipulation d'un technicien de la Maison-Blanche, toutes les télévisions américaines ont eu accès aux coulisses de l'émission et en particulier aux minutes qui avaient précédé le direct. Les téléspectateurs éberlués se sont alors aperçus que ce dialogue bon enfant avait été presque entièrement répété à la phrase et parfois même à la virgule près. Une fonctionnaire du Pentagone, jouant le rôle de George Bush, posa à l'avance les questions tout en donnant les réponses et même les intonations.